TM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Toute âme goûtera la mort. Décédé des suites d'une longue maladie, Sambo Zamo était le chef caméraman de la télévision Dunia. Il était nombreux, parents, amis et connaissances venus faire leur ultime adieu. De son vivant, un homme fidèle en amitié, tant sur le plan social et professionnel, souligné ses collègues. Sambo Zamo, c'est quelqu'un que j'ai connu un peu plus de 10 ans, parce qu'on avait commencé pratiquement à venir ensemble. Et c'est un homme vraiment beaucoup apprécié, en tout cas par ses collègues, sur le plan de travail, sur le plan social. Aujourd'hui, il nous quitte vraiment dans le regret. Finalement, la maladie a fini par l'emporter. En tout cas, par ma voix, l'ensemble du personnel du groupe de presse Dunia présente ses condoléances à la famille éplorée. Et nous prions vraiment pour que Dieu ait son âme. On s'est connu depuis ses débuts, il était photographe, il a fait commencer la photo. Et nous tous, il était notre photographe, notre reporter, parce que même quand on faisait nos spectacles, c'est lui qui venait faire les reportages. Et il avait beaucoup d'archives de nous. Souvent même on fait appel à lui pour chercher d'autres images que nous avons depuis longtemps. Et c'est quelqu'un qui est passionné par son travail. Il a toujours aimé, il est toujours Sambo, c'est un autodidacte, mais sa connaissance dépasse celui qui a fait la formation, parce qu'il est arrivé à un moment où il réparait même les appareils, tout ça là, il faisait le montage lui-même. Avant même qu'il y ait des tables de montage avec 2 magnétoscopes, il faisait ce montage. Donc c'est vraiment extraordinaire quand on regarde par rapport à quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas été formé et qui a vraiment tous ces acquis-là. Et sincèrement, il a beaucoup progressé, parce que c'est ça aussi la vie. Quelqu'un, quand tu aimes ton travail, tu avances dedans. Donc jusqu'à travailler à Dunia et même avoir des responsabilités. Donc ça veut tout dire, ça veut tout dire. Ça veut dire que vraiment c'était quelqu'un qui aimait son travail, qui faisait son travail avec amour. Sambo, c'est vraiment quelqu'un qui garde toujours son sang-froid. Même quand on est énervé sur le terrain, parfois c'est lui qui vient conseiller les caméramans de se calmer. Les caméramans peuvent en témoigner de son tempérament. Il est toujours calme. On a fait plusieurs missions ensemble, plusieurs reportages. Sambo, je ne sais pas comment le qualifier, c'est un grand frère. C'est un ancien, un doyen des caméramans. C'est une perte pour la presse nigérienne, une perte pour l'association et une perte pour Dunia TV. Donc, j'adresse mes condoléances à la famille, à Dunia TV et à la presse nigérienne en général. Beaucoup se sont réunis devant la dépouille et prié pour le repos de l'âme du disparu avant d'aller présenter de vives leurs condoléances à la famille du défunt. Comme il est de tradition pour la famille et descendance du feu Cheikh Noumaï Hamdallah, cette année encore, elle n'a pas dérogé à sa tradition. En effet, cette cérémonie consacre la 25e édition de la cérémonie commémorative de la lecture du Saint-Coran à la mémoire du fait Cheikh Nouh. Après la mort de notre grand-père, notre père Cheikh Nouh Marou,
Donc c'est ses disciples et ses enfants qui ont réfléchi, ils ont dit, bon, notre père est parti, maintenant il faut appeler les gens pour profiter de la lecture du Coran. Donc cette année-là, avec un nombre très très réduit, un nombre petit, et vous voyez, jusqu'à maintenant c'est devenu très grand. Le repos de l'âme de notre grand-père, notre père Cheikh Nouh Oumarou, mais d'autres objectifs se sont greffés à cela. Notamment, il faut prier pour le pays, il faut prier pour tous les musulmans décédés depuis le prophète Adam jusqu'à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a attribué 10 pour tous les participants pour qu'ils bénéficient de cette journée. On a attribué d'autres aux morts, et aux musulmans morts. On a attribué à toute la commune de Hamdallah pour que la commune de Hamdallah rayonne, la paix, la quiétude, et tout le pays, parce que le pays en a besoin. Plusieurs personnalités de marque ont fait le déplacement sur Hamdallah à cette occasion. Le haut représentant du président de la République y était également et il a saisi l'occasion pour formuler ses vœux. Que Dieu accepte leurs œuvres, que Dieu accepte les prières qui sont faites chaque année et puisse que les descentes de Coran qui ont été effectuées en cette circonstance, cette année, puissent bénéficier à l'ensemble de notre peuple, particulièrement pour le retour de la paix sur l'ensemble de notre territoire et sur l'ensemble de la Oumma islamique. Je voudrais profiter de l'occasion donc pour féliciter la famille pour cette heureuse initiative. Pour terminer, j'exhorterai tous les musulmans, tous les citoyens nigériens à redoubler de prières pour la paix et la prospérité de notre pays. Plusieurs prières et invocations ont été ainsi faites et dites pour le repos de l'âme de l'illustre disparu en particulier et pour le pays en général. L'ancien président de la République du Niger, le général Ibrahim Baré Maïnasra, est né le 9 mai 1949 à Maradi. Il fait des études primaires à Niamey, suivi d'une formation militaire à Madagascar et en France, avant de devenir en 1974, à l'âge de 25 ans, aide-de-camp du président Seyni Kounchi. En 1976, il est nommé commandant de la garde présidentielle. 2 ans plus tard, il prend le commandement de la compagnie parachutiste de Niamey. Puis 1984, il est chef du 3e bureau de l'état-major des forces armées. De 1986 à 1987, le colonel Maïnasra est attaché militaire de l'ambassade du Niger à Paris. Avant de se voir confier le ministère de la Santé de 1987 à 1990. De 1990 à 1992, il est ambassadeur en Algérie. En 1992, il revient au Niger pour devenir conseiller de défense du ministre de la Transition, chef Amadou, de 1991 à 1993. En avril 1993, il est nommé chef d'État particulier du président Maman Ousmane. Puis de 1994 à 1995, il effectue un stage au collège interarmé de défense à Paris avant d'être nommé colonel. En janvier 1995 et en mars de la même année, chef d'état-major de l'armée nigérienne par le premier ministre Hama Amadou, le général Ibrahim Baré Maïnasra, musulman et père de 5 enfants. Il devient président le 27 janvier 1996 par un coup d'état militaire et est assassiné le 9 avril 1999 lors d'un coup d'état orchestré par les éléments de sa garde personnelle. Il est enterré à Douméga, village natal de son père. 9 avril 1996, 9 avril 2023. Cela fait 24 ans que le président Ibrahim Baré Maïnasra fut assassiné. Une demande d'enquête est réitérée par sa famille. Le militant du parti politique qu'il a créé, le RDP, Rassemblement pour la démocratie et le progrès Jama'a.
L'actualité à travers les journaux cette semaine reste marquée par le bilan de 2 ans du président Bazoum Mohamed. En 2, Bazoum Mohamed, 2 ans de progrès, rapporte à sa une le Canard déchaîné. Le Canard déchaîné qui écrit qu'en 2 ans de gestion du pouvoir sur la base des promesses faites au peuple nigérien pour ses 5 années à la présidence de la République du Niger, l'on peut dire sans risque de se tromper que Mohamed Bazoum est dans de bonnes dispositions pour honorer les promesses faites au peuple nigérien dans son discours d'investiture du 2 avril 2021. Peu de progrès constatés dans pratiquement tous les domaines et qui permettent d'espérer des lendemains encore plus rassurants grâce au programme de renaissance acte 3 du président de la République, rapporte toujours le confrère. Quant au journal Mouria, il s'est intéressé par rapport à l'un d'eux de Mohamed Bazoum au pouvoir, au nouveau souffle à la politique énergétique. Le journal écrit que la relance de la politique énergétique par le président Mohamed Bazoum vise donc à encourager en même temps l'émergence des industries et l'investissement à grande échelle pour développer et élargir ainsi le tissu économique du pays. D'autant que l'énergie électrique, en même temps qu'elle apporte la lumière aux citoyens par l'éclairage public, ouvre la voie également à l'esprit d'entrepreneuriat des populations bénéficiaires d'un tel investissement. L'objectif recherché selon le journal par cette politique énergétique du président Mohamed Bazoum n'en est pas éloigné de celui visé dans la réforme du système éducatif consistant à développer une ressource humaine de qualité en vue de la création des richesses. Le journal poursuit que la réforme de l'éducation visant à donner la connaissance aux citoyens pour mieux assumer les politiques publiques en même temps que l'éclairage qu'apporte l'électricité aux citoyens devrait inciter à l'esprit d'entrepreneuriat et de développement des richesses au profit de toute la société nigérienne. Quant au journal L'Enquêteur, il rapporte à propos de ce sujet. Bilan de l'an 2 de Bazoum Mohamed, Renaissance, la culture du mensonge, écrit en gros le journal dans ses titres. Le rapport 2023 de la cellule d'analyse des politiques publiques et d'évaluation de l'action gouvernementale CAPEJ est une véritable bible d'éloges imméritée faite à l'exécutif en place, écrit le journal qui ajoute que la Renaissance 3 s'investit dans la culture du mensonge. Le président de la République a fait un vœu dont il espère la concrétisation avant la fin de son quinquennat. Je serai moi-même si au bout des 5 prochaines années, j'aurai agi de façon à sensiblement améliorer entre autres la sécurité, la qualité de l'éducation, l'accès aux soins, à une meilleure alimentation, à l'eau potable, à un meilleur habitat, au courant électrique et à de meilleures routes au profit de tous les Nigériens, a déclaré Bazoum Mohamed le jour de son investiture, rappelle le journal. Il y a loin de la coupe aux lèvres, dit l'adage, entre le souhait du chef de l'État et sa matérialisation, il y a un fossé à travers des embûches à surmonter, des défis à relever. 2 ans après la mise en œuvre du programme de Renaissance 3, où en sommes-nous, s'interroge le journal qui explique que c'est une vaste question à laquelle ne saurait répondre l'intéressé lui-même, encore moins le chef du gouvernement. Heureusement, il y a la cellule d'analyse des politiques publiques et d'évaluation de l'action gouvernementale CAPEJ. Cette entité rattachée à la primature s'est chargée de bricoler, selon le journal, et c'est le terme, un document pompeusement intitulé Rapport sur la performance de l'action gouvernementale 2021-2022. Le journal écrit que des résultats largement surestimés dans presque tous les domaines. Quant à l'hebdomadaire d'information générale et de réflexion, le Courrier, il rapporte que, comme on le voit, Mohamed Bazoum hérite d'un pays compliqué, difficile à redresser, sans passer par l'incontournable besoin de justice que ressentent les Nigériens spoliés et blessés. Quel bilan donc peut-on aujourd'hui dresser de la gestion de 2 ans de la part du président philosophe, s'interroge le journal qui estime qu'il est maigre comme les dernières récoltes dans le pays. La première année déjà, il n'en voulait pas parler, refusant cet exercice de présentation à ses concitoyens du bilan de sa première année de gestion. Il n'avait pas tort selon le journal, car au moins peut-on lui reconnaître une certaine humilité par laquelle il pourrait ne pas aimer les mensonges et les montages, les flatteries hypocrites. Il assumait alors, mais le journal estime qu'aujourd'hui, après qu'on ait réussi à l'isoler et à le dompter, on apprend que son gouvernement va se livrer à cet exercice avec déjà, apprend-on sur la télévision publique, des équipes qui sont envoyées dans les différentes régions pour dresser la liste des réalisations et venir les présenter aux Nigériens qui doutent que trop de choses aient été faites. On apprendra certainement selon le journal que des classes sont construites et sont en chantier, que Kandaji a été relancé, que l'oléoduc est en bonne voie, que des tentes marocaines ont été construites dans des universités publiques, que des avancements chez les travailleurs enseignants sont
régularisés, que la télévision nationale a changé de nom et patati patata. C'est vrai qu'il y a dans ce que nous citons des choses qui révèlent l'ironie, mais sans doute qu'il en a parmi de l'ordre de ce que l'on peut objectivement saluer, écrit toujours le journal, pour qui le plus grand bien de cette gestion, c'est tout d'avoir décrispé un climat politique et social délétère excessivement tendu, et ce, depuis quelques années que des Nigériens ne pouvaient plus s'asseoir autour d'une même table pour se parler. Peut-être même qu'il aurait aimé faire davantage dans ce domaine, car le Niger dont il a hérité a plus que jamais besoin de tous ses enfants, de toutes ses intelligences pour ensemble relever les défis immenses qui se posent à lui. Autre actualité à travers les journaux cette semaine, c'est le changement à la tête de l'armée nigérienne. Qui est le nouveau chef d'état-major général des armées nigériennes? S'interroge en gros Sahel Horizon, le général de division Abdou Sidikou. L'ancien chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, le général de division Abdou Sidikou Issa, est né le 14 mars 1964 à Niamey. Il fait ses premiers pas à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, Côte d'Ivoire, et école spéciale militaire de Saint-Cyr, France. Il effectuera ensuite une série de formations, dont les cours d'application et des cours de perfectionnement en France, avant d'effectuer des cours d'état-major à Koulikoro au Mali. Il suivra aussi des cours supérieurs d'état-major interforce à l'école de guerre à Rome, Italie, et la 59e session de l'Institut des hautes études de défense de Rome en Italie. Il est titulaire d'un master en études internationales stratégiques militaires de l'Université de Milan et l'Université de la Lusa de Rome. À partir d'aujourd'hui, le journal écrit qu'une lourde tâche pèse sur ses épaules. Il doit absolument faire mieux que ses prédécesseurs dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, en honorant ainsi la confiance du président Bazoum et incarner l'espoir de tout le peuple nigérien. Puis, dans les colonnes de l'Indépendant Plus, l'on apprend cette semaine que le prix du Hajj 2023 est revu à la baisse. Suite à une révision des tarifs par les autorités saoudiennes, le prix du Hajj 2023 est fixé à 3 258 733 francs CFA. La révision du coût des prestations du Hajj intervient après celle consentie par les autorités saoudiennes, écrit le journal. Ainsi, le prix du Hajj 2023 est fixé au Niger à 3 258 733 francs CFA au lieu de 3 603 840 francs CFA, soit une baisse de 345 107 francs CFA annoncée initialement. C'est le ministre du Commerce Al-Kash Al-Hada qui a annoncé cette nouvelle lors d'une réunion d'information qu'il a présidée le lundi 3 avril 2023. Selon le ministre du Commerce, les principales modifications et hausses qui ont eu lieu à l'époque étaient liées au fait que les autorités saoudiennes avaient augmenté les prestations à leur niveau, nous apprend le journal, avant de préciser que les officiels saoudiens ont par la suite saisi les autorités nigériennes en charge du Hajj, notamment le Kowo, pour annoncer qu'ils révisaient de façon substantielle le coût de leurs prestations au niveau local, a ajouté le ministre du Commerce. Autre fait de l'actualité à travers les journaux, le Nouveau Républicain revient sur la libération d'Olivier Dubois, discorde sur la palme d'or d'un exploit. L'on apprend la semaine dernière, selon le journal, une autre libération qui met encore au devant de la scène des acteurs nigériens, trop pressés de briller à la face du monde et de se mettre sous les feux des projecteurs. Et on organise tout de suite une mise en scène avec les otages libérés et ceux qui seraient des facilitateurs mis au devant de la scène, le tout pour que le Niger et son régime tirent profit de ce marketing médiatique. Mais alors que les Français, comme ils en ont l'habitude, font trop de tapage sur le cas d'Olivier Dubois, l'exploitant eux aussi à des fins politiques dans une France malade et en ébullition pour en contenter l'opinion. Les Américains, eux, sans médiatisation, reçoivent dans la dignité leurs compatriotes, le laissant rentrer dans la discrétion en Amérique. Le journal rapporte que les Américains savent rester prudents. Ils savent bien que c'est au Niger que Jeffrey Woodke avait été enlevé depuis 6 ans de son domicile d'Abalak, où il est installé depuis plusieurs années dans le cadre d'un engagement humanitaire pour ne pas se douter de certaines complicités. Au lieu de tomber dans l'euphorie, cette Amérique reste prudente et
rassemblant les différentes pièces du puzzle, voudrait arriver à comprendre des énigmes au travers des complicités possibles redoutées. Les observateurs étaient pourtant perplexes à ne rien comprendre des facilités que le Niger pourrait avoir eues avec leurs frères maliens, avec lesquels depuis quelques mois ils maintiennent des relations faites de tension. Dans ce que l'on dit de la libération à Niamey, on n'entendit rien de cet aspect, nous rapporte le journal. Et pour finir, intéressons-nous au Front social. Procès Ablaye Seydou, coordinateur du M62. Le SG du mouvement dénonce une poursuite et détention arbitraire, rapporte le Canard en furie. Les débats ont duré 8 heures d'horloge environ dans le procès opposant Ablaye Seydou, coordinateur du mouvement M62 à l'État du Niger, pour déboucher sur un réquisitoire dans lequel le procureur de la République a requis 3 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 5 millions de francs CFA. Le délibéré est fixé au 14 avril prochain, nous apprend le journal. Emprisonné depuis janvier à la maison d'arrêt de Kolo, Ablaye Seydou n'est pas au bout de ses misères avec le gouvernement qui entend visiblement le réduire au silence. Pour le mettre en prison, l'État, par le truchement du procureur de la République, a inventé de toutes pièces un chef d'accusation farfelu en lien avec les événements tragiques de Tamou. Lorsqu'il a comparu libre en janvier dernier pour répondre du chef d'accusation de production et diffusion de données de nature à troubler l'ordre public et à saper le moral de l'armée, le journal nous apprend que le ministère public a décidé d'abandonner cette piste pour le poursuivre cette fois par rapport à un nouveau chef d'accusation de complicité d'incendie volontaire, de hangar des orpailleurs, de correctionnel. L'affaire prend désormais une tournure criminelle donnant lieu à l'ouverture d'une information judiciaire dont l'instruction est confiée au doyen des juges d'instruction, rappelle-t-on. Pour finir, le journal nous apprend qu'avec ou sans raison, ils vont le jeter en prison, a ajouté le secrétaire général du M62 Sanoussi à l'issue du procès. Pour lui, il s'agit d'un cas de détention et de poursuite arbitraire contre un défenseur des droits humains. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.